des tueries qui se faisaient par immersion des corps sur une rivière, il y a quelques années, on n'aurait même pas évoqué ces tueries. Mais aujourd'hui, les gens ont vraiment les yeux ouverts, réellement ouverts. Ils regardent ce qui se passe réellement dans la sous-région et ils mettent sur la place publique des rapports qui mettent Mais pourquoi une télévision, on va dire anglo-saxonne, peut sortir autant de vérité alors qu'on disait que Kagame était un protégé des Anglais, protégé Jean-Marie, son conseiller personnel, c'est Tony Blair. Justement, alors, qui aime bien châtie bien. Alors, hein, donc, les anglo-saxons qui ont amassé des preuves, ils se sont dit, sur le plan moral, sur le plan de l'éthique. Vous savez, les anglo-saxons, ils ne négocient pas sur les principes éthiques et les principes moraux. À un moment donné, lorsque le vase est arrivé au bord, à la lie, hein, les gens lâchent du lest. Et aujourd'hui, on est en train d'assister à un retour de flamme qui va emporter le régime de Kagame. Alors, ce qu'il faut faire pour nous, Congolais, moi je ne me mettrai pas à la place des Rwandais, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce qu'il faut faire par rapport à nous, Congolais, c'est de saisir aujourd'hui le rapport sur les crimes commis par le M23 hein, pour ficeler des dossiers, mettre la pression sur la Cour pénale internationale. Mais il n'y a que 13 dont les mandats ont été expressément lancés. Ben, il faut mettre encore suffisamment de pression parce que les commanditaires de Kigali doivent également faire l'objet des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Si on ne met pas la pression à partir de chez nous, hein, ils vont se la couler douce, ils vont continuer à se pavaner à travers villes et villages alors qu'ils ont du sang congolais entre leurs mains. Harold Badibanga. Bon, coup de couille de la tête à Paris vite. Caché, il en restera toujours quelque chose. Je suis tellement mal à l'aise lorsque BBC se réveille un matin et parle de 800 000 morts sans enquêter sur les 8 millions de morts en République démocratique du Congo. Il y a des vérités oubliées. Des vérités oubliées de manière volontaire par eux, mais connues par nous, et heureusement. Je ne parle pas d'un raccordement frauduleux, mais d'une corrélation. La corrélation, de fait, c'est que nous avions soutenu Orbi à un certain moment ici, que le régime de Kagame est comme ce serpent qui, dans un village donné de la République, a été tué par un camion qui est passé, mais la queue est restée sur la petite voie sur laquelle les villageois passent, mais la queue est en train de bouger. Mais lorsque les villageois passent, ils estiment que parce que la queue du serpent bouge, le serpent est en vie, alors qu'il n'en est rien du tout. Mais pour revenir au rapport de la BBC, je reviens à cette corrélation que j'établis entre l'anglo-saxonité qui a protégé depuis la nuit de temps Kagame et son régime et la BBC. C'est pour dire qu'il y a des commanditaires quelque part et du génocide rwandais et du rapport. Pourquoi? Ils sont en train de vouloir s'extirper de la responsabilité. Ils sont en train de démontrer à la face du monde qu'ils n'ont pas accompagné, eux, les anglo-saxons, donc Kagame est dans cette entreprise criminelle. Comme l'étau est en train de se resserrer sur lui, il risque de les citer ou de les emporter, donc il faut le relâcher. Ça, c'est la première leçon que je tire de cette affaire. Et la seconde leçon, et c'est là la plus importante, c'est par rapport à la ramification de tout ce qui est fait, ou de tout ce qui a été fait à l'époque par Kagame, par rapport à la tuerie de Tutsi. C'était au fait une politique faite pour arracher la sympathie. Mais est-ce que ce n'était pas du machiavélisme un tout petit peu? C'était il est dessus lui-même et il en sacrifie quelques-uns. C'était au-delà du machiavélisme. Et pourquoi? Il était à l'époque, si pas incapable, mais en sérieuse difficulté, de mettre la main sur un bon nombre de Hutus. Mais comme il fallait trouver un mode de survie pour se retrouver au pouvoir, il fallait tuer ses propres frères
et leur chercher un bourreau ailleurs. C'est ça qui a été fait même ici en République démocratique du Congo. Vous vous en souvenez bien. Si j'ai bonne souvenance, c'était en 2004 ou 2005. Lorsqu'on a parlé du massacre de Gatumba avec le RCD. C'était ici, comme le RCD voulait à tout prix quitter le siège des institutions, Kinshasa et rentrer je ne sais pas moi où. On a profité du séjour de Azarias Roubero Maniwa à l'est de la RDC. Une nuit, certains militaires congolais auraient, selon cette source-là, traversé les frontières, allé à Gatumba, massacrer les soi-disant frères de Roubero et des autres. Et le lendemain, c'était un motif pour que Maître Azarias Roubero dise pour telle raison ou telle autre, on a sacrifié une fois de plus la minorité, je ne rentre pas à Kinshasa. C'est ce qui s'est passé. Le même modus operandi se reproduit dans cette sphère géographique. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit tirer comme les leçons par rapport à la RDC? Que ce rapport ne nous livre pas à la distraction. C'est une affaire... C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une affaire rwandaise, que ceux qui ont aidé Kagame à tuer ses frères, s'ils tentent de se disculper, c'est leur problème. Mais notre problème, c'est nous venger, c'est réclamer justice par rapport aux 8 millions de morts. Je serais content si et seulement si je me rendrai compte qu'il y a au moins Paul Kagame en tête. Je rappelle ici que la Cour pénale internationale poursuit les plus hauts responsables des génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Donc, on ne peut pas continuer à pérorer en disant que c'est Kagame qui a orchestré ceci et cela. Et le temps passe. Nous avions demandé à la République démocratique du Congo, par le biais de son ministre de la Justice, de ficeler un dossier en bonne et due forme pour déposer à la Cour pénale internationale. Je me demande pourquoi cela traîne. Il faut que ça aille un peu plus Et vite. même alors, je finis par là. Je ouï dire qu'il y a aussi un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies fait par rapport au M23. C'est de la distraction. Qui ne sait pas que toutes les guerres à l'est de la République démocratique du Congo ont été orchestrées par les multinationales, mais aussi par les grandes capitales occidentales qui sont de manière générale présentes parmi les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si le Congo se livre à la distraction et se frotte les mains par rapport au fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé ce rapport-là, il se brûle le doigt. Nous devons les laisser se distraire, mais nous, notre ennemi, l'ennemi de la République démocratique du Congo, c'est Kagame et non les Rwandais. Nous devons user de toutes nos stratégies au niveau national et international pour que les victimes, les 8 millions de morts, soient vengés d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Alors j'aimerais bien que Daniel Safou, qui souvent, parfois, sans tomber dans une certaine dureté d'analyse, nous dise un tout petit peu les témoignages des gens comme le Nyamwasa ou beaucoup d'Occidentaux qu'on retrouve dans ces documents qui chargent à tout prix Kagame. Mais alors qu'il y a à peu près un an, plutôt 2, Kagame était énervé contre les Occidentaux qui disaient « mais vous me dites que moi j'ai commis des crimes en RDC, mais j'étais à votre service. C'est moi qui ai joué le rôle de courroie de transmission pour vous servir en matière première, etc. etc. » Comment expliquer qu'on a laissé des Occidentaux témoigner contre Kagame, de ses anciens collègues, etc., alors qu'on pouvait facilement couvrir les lobbyistes n'ont pas fonctionné, le lobby pro-rwandais n'a pas fonctionné. J'aimerais partir d'une approche rationnelle, notamment quand il s'agit de tels problèmes, il faut partir des causes immédiates et des causes lointaines. C'est aussi, cette affaire du génocide a des ramifications avec le Congo. Parce que c'est avec ça que Kagame va se servir de prétextes, évidemment avec les anglo-saxons, des prétextes pour faire la guerre. Pour faire la guerre à la RDC. C'est là où il y a eu la naissance CNDP, RCD, qu'on se le dise. Aujourd'hui, la vérité est là. Aujourd'hui, moi, je pense qu'avec cette affaire du génocide, beaucoup vont se disqualifier ici au Congo.
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et heureusement d'ailleurs que ça tombe bien. Nous n'avons pas encore le gouvernement. Je commence à donner Kabila raison. Pourquoi il a traîné, pourquoi il continue à traîner. Je crois qu'il avait une information que nous, on n'avait pas. Je commence à lui donner raison de traîner. Parce qu'il y a ceux-là qui devaient disqualifier certains. Mais il y a ceux qui devaient se retrouver dans ce gouvernement. Il n'y a pas à cacher. Roubert va serrer dans ce gouvernement, qu'on se le dise. Maintenant qu'il y a un dossier qui monte avec force, il y a ceux qui ne vont pas se figurer dans ce gouvernement. Donc je crois que la longue attente de Kabila a des raisons dont nous ignorons. Je reviens maintenant à l'affaire Kagame. Oui. La cause immédiate, n'est-ce pas, du génocide, c'est quoi? C'est l'assassinat d'Abiyarimana. Par quelles conditions? Par un missile. Vous savez, il y a des lois conventionnelles. On ne vend pas certaines armes aux rebelles. Nous avons vu l'Afdel, évidemment, renverser Mobutu. Il n'avait pas d'avion de chasse. Non. Il n'avait pas de missiles. Les roquettes, oui, il pouvait en avoir. Mais lorsque une rébellion détient des missiles, parce qu'Abiyarimana est abattu par un missile, la question fondamentale est là. D'où venaient les missiles? Oui. Et si on doit enquêter, on peut facilement définir l'origine, n'est-ce pas, de ces missiles. On peut facilement définir. Donc, la communauté internationale a beaucoup joué là-dessus. Mais cette communauté internationale doit être définie en deux manières. C'est-à-dire, d'un côté, les multinationales, ce que nous appelons en termes, dans les jargons quinois, les escrocs, s'il faut le dire, la mafia. De l'autre côté, il y a des institutions. Les gouvernements, la présidence, les parlements. Et souvent, qui ont soutenu ça. Non, non, non. Le soutien de Kagame, il y a deux démarches. Il y a d'abord le soutien lié aux multinationales, c'est-à-dire à la mafia anglo-saxon, ça faut qu'on se le dise. Et de l'autre côté, il y a des institutions aussi. Il y a la présidence, les parlements. Et quand on opère, souvent on a tendance à parler de la communauté internationale. On a tendance à occulter les multinationales qui constituent la mafia d'ailleurs à travers beaucoup de choses. Je disais tantôt, la cause immédiate, c'est l'assassinat, n'est-ce pas, d'Abiyarimana. S'il y a génocide, aujourd'hui nous comprenons, grâce, n'est-ce pas, aux vérités, n'est-ce pas, de BBC, qu'il y a, lui est juriste, il ne va pas me contredire, il y a une dimension liée aux légitimes défense. Les Hutus, ils n'avaient aucun intérêt. N'oubliez pas, Abiyarimana avait créé aussi ce qu'on appelle... non, pas les interamouins. Abiyarimana avait créé l'autodéfense de la population. Oui, oui. Il y avait déjà une autodéfense, n'est-ce pas, de la population. Ces jeunes gens et cette population-là ont réagi. Et qui ont commencé à attaquer? Je crois que c'est le FDLR, en assassinant leur président. C'est comme nous ici. Nous avons tué les Tutsis ici au Congo, ici à Kinshasa, qu'on se le dise. Ah bon? Lorsque les Tutsis ont voulu nous envahir, heureusement, ils n'ont pas tué notre président à cette époque. La population a d'abord commencé par protéger Laurent Désiré Kabila par la population. Et nous avons anéanti la rébellion, n'est-ce pas, Tutsi, qui déjà s'est retrouvée dans la vie des Kinshasa. Avec la force d'autodéfense. Avec la force d'autodéfense. Alors, vous allez parler du génocide. Admettons que les Tutsis qui nous avaient envahis avaient à la fois tué le président de la République, renversé les institutions. Nous serions quoi? Il y aurait une colonisation rwandaise. Mais le peuple s'est réveillé. J'ouvre une parenthèse rapidement. Pour tous ceux qui pensent que ce peuple, c'est un peuple matamor, c'est un peuple endormi, ils se trompent. C'est un grand peuple. Il en a démontré pendant l'histoire qu'il a renversé les Tutsis ici à Kinshasa. Certains se sont noyés dans la rivière de Djili. Mais alors, il ne faut pas verser dans une culture qui n'est pas la nôtre. Évidemment, là c'était la légitime défense. Voilà. C'est ce que les Tutsis ont aussi fait. Les Hutus mais il n'y a pas seulement. Enfin, j'en arrive. C'est ce que un agresseur reste d'abord agresseur avant qu'il soit d'une ethnie donnée. Mais lorsqu'on agresse, on vous agresse aussi. Voilà. C'est réciproque. Donc c'est ce que les Hutus... Il faut plutôt analyser les faits. J'analyse les faits. C'est ce que les Hutus ont fait. Les Hutus ont réagi à l'action, n'est-ce pas, qui a conduit à l'assassinat, n'est-ce pas, d'Abiyarimana. Ça les Hutus et consorts. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que ce ne sont pas seulement les Hutus qui ont massacré les Tutsis. Les Tutsis aussi ont massacré les Hutus. Vice-versa. Grâce, n'est-ce pas, aux vérités. Comme la situation en Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Oui. Où les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. Maintenant, là, c'est la cause immédiate. Prenons maintenant la cause lointaine. La cause lointaine, là, devons partir de deux questions. Qui soutient Kagame et qui l'a toujours soutenu? La réponse est simple, ce sont les anglo-saxons. Et la BBC, elle est l'émanation de quel type de race? Je crois, ce sont les anglo-saxons. C'est un peu du Mobutu. Il ne faut pas croire, c'est une vérité évidente. C'est un peu du Mobutu. Mobutu a servi
évidemment, la classe politique congolaise et africaine. Souvent, ce sont des gens qui ont servi, n'est-ce pas, la communauté internationale, soit des manières irréfléchies, soit des manières, c'est pas là. Mais à fin de compte, on finit toujours par lâcher ces gens. Mobutu a été lâché. Est-ce que Kagame est en train de subir ce que Saddam Hussein a subi, ce que Kadhafi a subi, ce que Moubarak